commencer par vous parler de moi de façon tout à fait narcissique. Donc, je suis, enfin, je bosse dans le jeu de rôle depuis une dizaine d'années, avec pas mal de casquettes différentes. Et en fait, je suis donc pas du tout universitaire. Je m'y connais pas bien en littérature. Pour te dire, pour moi, jusqu'à il y a pas longtemps, littérature et jeu, ça consistait à dire que les questions les plus difficiles dans le Trivial Pursuit, c'était celles de littérature. Et c'était à peu près tout. Alors, ça veut dire globalement que ce que je vais vous présenter, c'est plutôt en prenant les aspects enfin, le point de vue de la personne qui fait des jeux et de se dire qu'est-ce qu'il y a dans cet univers-là qui est la littérature jeunesse, qui me rappelle le jeu de rôle, ou qui a l'air d'être suffisamment intéressant pour que j'ai envie d'aller piocher des trucs là-dedans pour faire des jeux avec. Et globalement, ça veut dire que d'un point de vue théorique, je vais sans doute dire plein de bêtises. Soyez gentils, dites-me-le. Attendez la fin, mais dites-me-le et apprenez-moi des trucs, je vous dirai merci. Concrètement, alors s'il y a quelque chose qui va résumer l'essentiel de la communication, vous en faites pas, je dirai après, c'est autour de ce métier de concepteur de jeu. Ce que ça veut dire d'écrire des jeux de rôle, en fait, ça veut dire qu'on écrit des recettes, c'est-à-dire des méthodes, pour que d'autres personnes puissent... alors, ce qu'on dit souvent, c'est se prendre pour des elfes. Si j'imagine que tout le monde ici connaît Tolkien, c'est-à-dire on va permettre des choses qu'on n'est pas, pour le temps d'une partie, voire même des choses qui n'existent pas. Enfin, je crois que les elfes n'existent pas. En sachant prétendument que c'est faux, que c'est de la fiction, etc. Aller visiter des univers qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaît pas, qui sont imaginaires. Bien souvent, on les connaît sans doute mieux même que pas mal de recoins de notre planète dont on a vaguement entendu parler aux 20 heures quand ces pays-là ont soit beaucoup de chance, soit beaucoup de malchance. Et surtout faire en sorte que ça plaise aux gens, que ce soit intéressant. Pour prendre l'exemple de Tolkien, en fait, on va donner la possibilité à des gens d'aller dans les terres du milieu, pouvoir le visiter, l'explorer, l'admirer si ce sont des gens qui sont fans de cet univers-là. Vraiment, on n'est pas très loin de la logique de la fanfiction. Mais aussi pousser les murs et se comporter comme comme des sales gosses. Voire même piquer la vedette à Aragorn et à Legolas et mettre un peu, revisiter un peu, se refaire leur univers, que ce soit, enfin, comment dire ça, quelque part on va hacker l'œuvre originale et on va hacker ces univers qui existent déjà. Les joueurs, ils vont avoir des droits et des devoirs. Leur premier droit, c'est qu'ils vont pouvoir modifier ce qui existe, ils vont pouvoir imposer leur volonté. Ils vont aller dans les... alors c'est quelque chose qui a déjà été évoqué précédemment, mais ils vont aller dans les parties non écrites, en fait, non connues des univers en question, et ils vont aller investir ces trous, ils vont tout élargir, tout se rapproprier, essentiellement avec une question de base qui est et si. Qu'est-ce qui se passerait? Enfin, et si je faisais ça, qu'est-ce qui se passerait? Et quasiment l'essentiel du jeu de rôle, à mon avis, peut se résumer à cette question. Et si euh, On peut prendre des exemples historiques, je sais pas. Et si le 11 septembre n'avait pas eu lieu? Qu'est-ce que ça donnerait? Comment est-ce que... Alors là, c'est pas un cadre c'est pas un cadre imaginaire. On se base sur de l'actualité récente. Mais ça pourrait être tout à fait autre chose. On parlait de Tolkien. Et s'ils avaient jamais réussi à amener l'anneau? Et s'ils avaient échoué? Ce serait quoi les terres du milieu? L'autre élément, c'est que les joueurs vont avoir des devoirs. Et les devoirs, en gros, ça va être d'être actif. Ça va être de jouer. Donc bien sûr, prenez l'exemple de Tolkien, ça peut être n'importe quel univers, que ce soit des univers qui sont déjà préexistants, dans lesquels on va les jouer vraiment comme des enfants dans un bac à sable, ou que ce soit des choses totalement inventées ou historiques, peu importe. Pourtant, les univers, ça va pas forcément être l'élément essentiel. C'est facilement dans tous les éléments pardon, de littérature fantastique ou de jeunesse le point commun avec certains personnages, mais
on peut juste vouloir rechercher dans le jeu de rôle certaines sensations euh, esthétiques, entre guillemets, que ce soit les codes d'un genre, que ce soit jouer un type de personnage particulier, c'est-à-dire je prends l'exemple des romans noirs, des choses comme ça. Tout ça, c'est possible. Donc en résumé, c'est vraiment transmettre une méthode pour que d'autres personnes puissent faire une expérience un peu intéressante de revisiter quelque chose et qu'ils la fassent ensemble et qu'ils trouvent ça divertissant. Alors on va quand même un petit peu... Alors, je suis pas sûr qu'on ait le temps de ça, mais est-ce que tout le monde a déjà vu une partie de jeu de rôle? D'accord. Est-ce que vous voulez en faire une? Ça dure à peu près 1 minute. Ok. Alors, va falloir que tout le monde joue par contre. Imaginons que vous êtes demain, vous vous endormez, vous vous réveillez dans ce qui vous semble être le Moyen-Âge. En fait, vous apercevez que vous êtes à Paris, dans une famille protestante, le soir de la Saint-Barthélemy. L'enfant, vous êtes dans une famille, vous mangez avec eux, l'enfant qui est avec vous va ouvrir la porte. Vous entendez que ça tambourine et il y a vraiment du bruit dehors et vous réalisez que c'est la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes capable de vous projeter et de vous dire qu'est-ce que vous faites, vous êtes capable de faire du jeu de rôle. C'est une partie un peu abrégée, hein. D'habitude on fait un peu plus que ça quand même. Et juste pour se faire une idée, si jamais c'est arrivé et qu'on vous le demandait, qui laisserait l'enfant ouvrir la porte? À la limite lever la main ou... Ouais, alors je vois qu'il y en a déjà, hein. Je vous ferai pas confiance pour entrer, mais qui empêcherait l'enfant d'ouvrir la porte et qui ferait autre chose? Alors ceux qui font autre chose, qui jouent déjà au jeu de rôle, je vous pose pas la question à vous, mais au fond vous feriez quoi? D'accord, en laissant tout le monde comme ça. Pareil, donc je vais essayer de pas rentrer avec vous en même temps que vous ce soir. L'idée c'est que à partir de ce simple choix qui a l'air tout simple, ben, on va déjà créer plein d'histoires différentes. Là, il y a quand même un gros élément en plus dans le jeu de rôle, c'est que là, dans cet exemple-là, je vous ai demandé ce que vous feriez. Le principe du jeu de rôle, a priori, c'est que c'est pas forcément ce que vous feriez, mais ce que un personnage imaginaire ferait. Très souvent, quand on s'enflamme, la distinction, elle paraît bien faible. On ne sait plus trop si c'est le joueur ou le personnage qui agit, et très franchement, comme dans tous les jeux, c'est le joueur qui nous intéresse. L'avantage, c'est que dans un jeu de rôle, on sait que le personnage, il n'existe pas. Pour le reste, pour aller plus dans le détail, donc, à parler de ce que ça veut dire de jouer au Pays de Tolkien, de ce que ça veut dire se prendre pour un elfe, et de parler en quoi le jeu de rôle, c'est une machine à produire la fiction. Au départ, j'avais envie de dire la littérature, un peu sur un mode, moi ce que je fais, c'est mieux que ce que vous faites. Puis comme je sais pas trop ce que c'est que la littérature et je suis un peu embêté, je vais rester sur la fiction. Et je viens de m'apercevoir que je sais pas trop non plus ce que c'est que la fiction, donc on va voir ce que ça donne. Alors, tout d'abord, le lien entre la littérature jeunesse, mais surtout de l'imaginaire, et le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est revendiqué depuis tout le temps. Alors, je ne sais pas si on voit bien... la citation est franchement longue, mais c'est la fin de l'introduction de ce qu'on appelle ODD. Alors, ODD, c'est la boîte blanche qui est là. C'est le premier jeu de rôle qui existe. Le tout premier. C'est le moment où on arrête de... Enfin, c'est le moment où il y a une partie, un groupe de wargamers, donc, qui commence à faire du jeu de rôle. Et alors, ils ne le revendiquent pas encore, mais c'est ce qu'on attribue comme étant le début. On date la création du jeu de rôle de 74, là c'est un texte qui date de 73. Dans ce texte, en fait, donc Gary Gygax, qui est le fondateur du jeu de rôle, enfin des deux, explique en gros aux wargamers, donc les gens avec qui il a l'habitude de jouer, que ce jeu, il va vous plaire que si vous êtes capable d'accepter que les livres d'Edgar Rice Burroughs vous intéressent, vous êtes capable de vous intéresser pour les personnages qui sont là-dedans, que vous êtes capable de ressentir des frissons quand vous lisez la saga de Conan, quand vous vous intéressez à Fard je crois que c'est le souricier gris, hein, je ne veux pas me tromper dans le nom,
Et si vous êtes capable d'apprécier ça, bah, vous trouverez du plaisir dans ce jeu. Sinon, restez à vos trucs réalistes, n'ayez pas nous embêter, et laissez-nous rêver un peu. Et il termine par dire bienvenue dans un monde où la magie est réelle. Donc déjà, il y a cette revendication. Ensuite, on va passer à alors, ce qu'on appelle la boîte rouge. La boîte rouge, c'est... alors, il y en a plusieurs, des boîtes rouges. C'est une version, donc, toujours de Donjons et Dragons, donc le jeu mythique, le jeu de rôle mythique, premier. Et c'est une version par laquelle il y a toute une génération de joueurs qui a commencé. Pourquoi celle-là elle est intéressante? Déjà parce qu'au départ, Donjons et Dragons, ça se pose pas tellement comme un jeu pour les enfants. Les gens qui jouent à ça, ce sont des adultes qui jouent au Wargame pendant des week-ends ou des journées entières. Et là, par contre, on commence à voir apparaître sur la boîte, c'est un jeu pour les 10 ans et plus. On voit apparaître une bibliographie, avec dedans donc, de la fiction et ce qu'ils appellent la non-fiction, des livres pour les jeunes adultes. Donc on reparle de Burroughs, d'Ursula Le Guin, de C.S. Lewis, et d'autres livres pour adultes, donc Howard, Leiber, Moorcock, Niven, Tolkien, etc. Mais là, c'est vraiment cité, et au-delà de la référence, Tom Olvey, donc l'éditeur de cette édition-là, dit que les meilleurs livres à lire, et là où les meilleurs outils en fait pour faire du jeu de rôle, à part les produits qu'il vend, bien entendu, sont en fait donc les contes fictionnels et les romans de fantasy. Et quelque part, il dit déjà que le jeu de rôle en fait ne fonctionne que si on a ce qu'Isabelle appelait cette culture geek, cette intertextualité avec toute une série d'autres textes en fait, hein, tout simplement, enfin d'autres références culturelles. Comme je vous disais, le jeu de rôle commence à aller voir commence à se vendre en fait aux jeunes, et on voit donc on voit apparaître des publicités qui sont clairement typées sur on va dire sur les adolescents, et qui datent à peu près de la même époque. Alors, toutes sont pas magnifiques, hein, mais enfin on voit quand même l'orientation. L'autre élément, c'est que bien sûr on a une quantité assez incroyable de jeux de rôle inspirés par la littérature jeunesse, avec des cas qui me semblent rentrer dedans, donc Oz sur le Magicien d'Oz, Monster Heart qui se rapproche de la Bitlit, Le Seigneur des Anneaux, et après il y a les fables, il y a les contes de Grimm aussi, il y a tout un cas d'autres choses que j'ai mis là parce que je savais pas trop si ça rentrait dans la littérature jeunesse ou pas. Mais il y a plein de récits de fantasy, par exemple, alors, dans mon cas personnel, j'ai découvert en étant adolescent parce que je jouais au jeu de rôle. Ambre, Stormbringer, donc à l'époque, Moonblade d'aujourd'hui. Tous ces éléments-là, je ne sais pas du tout si ça rentre ou pas, vous me direz peut-être tout à l'heure, mais ça fait partie des choses que, justement, que les rôlistes découvrent en fait à cet âge-là. Pour terminer sur l'influence réciproque, donc ça s'est manifesté de bien des façons. Il y a la novélisation. Il n'y a pas que des bonnes choses qui sont sorties de la novélisation. Quand je parlais de félicité légitime, c'est un peu pour ça. Des œuvres mixtes, c'est-à-dire des œuvres qui sont prévues dès le départ pour être et des romans et des jeux. Donc Dragonlance, qui est une des plus grosses, enfin qui est vraiment un cas d'école. Et à côté, un jeu avec des caractères bizarres, donc un jeu japonais, qui est prévu dès le départ pour être un jeu de rôle, un jeu vidéo, une série de romans. Et alors, celui-là, précisément, je ne sais plus s'il doit y avoir des mangas avec ou pas. Mais c'est dans la façon dont c'est conçu, en fait, c'est dès le départ un consortium de personnes qui se mettent d'accord. Et pour dire, moi, je vais gérer l'application de cet univers, de ce produit, sur tel média, tel média, tel média. Et après, on gère. Tout à l'heure, ça a été évoqué le fait qu'il y ait de nombreux auteurs jeunesse qui en fait aient commencé par écrire dans le jeu de rôle. Donc là, il y a 3 exemples avec Jérôme Noiret, Noiret ou Noirez d'ailleurs, je sais pas, Fabrice Collin et Mathieu Gabory.
Et ce qui est, à mon sens, plus intéressant, c'est qu'il y a de nouvelles formes en fait, qui sont sorties, qui sont quelque part hybrides entre la littérature et le jeu de rôle. Des choses qui n'auraient pas existé sans cette influence double. Euh, alors je vais commencer par un exemple de quelque chose qui aurait peut-être existé sans. Les livres dont vous êtes le héros. Alors il y a, je crois qu'il y a une communication sur ce sujet. Il me semble que c'est vous qui l'avez fait, non? Non, je sais pas. Il me semble le que s'appelle le. Alors moi je connais pas bien l'histoire des livres dont vous êtes le héros. J'en ai trouvé plusieurs, mais il y en a au moins une où c'est revendiqué comme étant une façon de découvrir le jeu de rôle, comme un point d'entrée. Il y a le second objet un peu hybride, alors toujours pareil, japonais, c'est ce qu'on appelle des replays. Donc c'est en fait c'est des comptes rendus de parties à peine romancés. Mais on garde le côté des personnages et le côté des joueurs. C'est-à-dire que ce que font les joueurs aussi est romancé. C'est quelque chose qui n'existe pas chez nous très rarement, enfin, et même culturellement chez nous on aurait tendance à refuser d'acheter ça. Au Japon c'est quelque chose qui a un succès phénoménal. Ça se vend souvent beaucoup plus que les livres de base. Et l'exemple que j'ai pris là c'est celui des Chroniques de la guerre de Lodos. Donc si vous vous intéressiez à l'animation japonaise au début des années 90, ça a été un des plus gros succès qu'il y a eu à ce moment-là. Et au départ, il s'agit de compte rendu de parties de Donjons et Dragons, donc ce fameux premier jeu de rôle, et qui est sorti dans des magazines, dans des hors-séries de magazines pour joueurs de jeux vidéo sur PC, ce qui n'était pas très courant là-bas. Et ils en ont fini par en faire des jeux à part, plusieurs éditions de jeux à part, par en faire donc des mangas, par en faire des séries animées et plein d'autres choses. Et le dernier point, alors ça a été évoqué par Isabelle, je crois, sur Kada, donc la collection Roborès, c'est des livres qui sont à la fois des livres pour le jeu et le prolongement en fait de choses qui existent déjà en termes de littérature. J'ai accéléré un petit peu. D'autres cas de, alors c'est pas de forme hybride, mais qui sont un peu à la croisée des chemins. Ce sont des jeux qui sont faits soit pour les enfants directement, soit des jeux où on incarne des enfants. Alors, je vais pas forcément détailler ça, ça prendrait une commission. La seconde partie, on va évoquer tous les aspects qui sont plus liés au point commun, mais disons au mécanisme ou à l'esthétique, qui rapproche en fait le jeu de rôle à la littérature jeunesse. D'abord, il me semble qu'il y a une question de logique d'affirmation. C'est que souvent dans les jeux de rôle, alors ça évolue, hein, puisque le jeu de rôle gagne en maturité, se diversifie, etc. Mais traditionnellement, le jeu de rôle est fait pour raconter un type d'histoire, c'est le voyage du héros. Si vous voulez, alors j'ai cité plusieurs cas d'histoires japonisantes, mais si vous voulez prendre le héros assez typique du cinéma japonais, c'est-à-dire cette personne qui a déjà vécu, qui ne veut pas tellement prouver que c'est un homme, mais qui veut plutôt, qui accepte de perdre, en fait, pour avoir le droit de conserver sa dignité à ses yeux. Ce sont des histoires qui se finissent mal. Typiquement, c'est des choses que le jeu de rôle sait très très mal raconter. Enfin, initialement. On est vraiment sur une logique de on gagne en puissance, on continue. Vous parliez tout à l'heure des points d'expérience. Et donc Kenneth Haidt, qui est un auteur de jeux de rôle, enfin d'une quantité effrayante de jeux de rôle, avait fait un essai où il comparait en fait des jeux de rôle pour entre guillemets pour adolescents et des jeux de rôle pour adultes. Alors forcément les jeux de rôle pour adultes c'était ceux qui visaient lui, hein, mais et il parlait en fait de ces jeux, voilà, de ces jeux où on accumulait tout. Il distinguait avec un type de jeu qui était Vampire, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un jeu où on n'est plus tant dans l'accumulation, mais on est dans le fait de se rebeller face à des autorités qui nous imposent ce qu'on veut faire. Et donc on retrouve deux types de grandes orientations en fait, de thèmes, on va dire, qu'on retrouve selon les types de littérature jeunesse et selon le type de public auquel c'est destiné. Second point, l'importance du groupe et le role-playing. Alors comme c'est un point qui a déjà été évoqué, pareil, je vais aller vite. Le jeu de rôle, c'est une activité qui se fait presque uniquement en groupe.
Et on retrouve dans les premiers jeux de rôle, par exemple, on ne parle pas du tout d'interprétation de personnages. Le mot de roleplay au départ dans le jeu de rôle, il vient pour sanctionner une chose, c'est pour dire que chaque membre du groupe a une fonction à tenir. Et vraiment, on parle de fonction. C'est-à-dire que quand on parle de guerrier, de magicien, tout ça, on va pas parler de ce que ressent le personnage. On va dire, toi, tu es là pour faire telle chose. C'est presque des spécialisations au sens, je veux dire, au sens militaire du terme. Ça va très vite évoluer, heureusement, et on va retrouver des personnages qui sont très typés, qui sont très complémentaires, et qu'on retrouve à la fois dans la littérature jeunesse, dans les parties de jeux de rôle, et qui se ressemblent beaucoup. Les trois premiers, par exemple, donc vous avez l'adaptation télévisée du Club des 5, Scooby-Doo, et Buffy. Donc le groupe de personnages principaux dans Buffy est souvent appelé le Scooby Gang, qui est l'autre nom des personnages de Scooby-Doo. Et les liens entre tout ça sont assez évidents en regardant les images. Un autre point, donc les livres de littérature jeunesse, ça a été déjà évoqué, c'était aussi dans les textes de Nathalie Prince, sont des livres qui ont un impact et qui inventent leur lecteur. C'est aussi le cas c'est aussi le cas dans les jeux de rôle, en fait, où on va se retrouver à faire un système de règles, non pas pour dire telle chose marche ou telle chose marche pas, mais pour produire le comportement des joueurs. Alors ça a l'air un peu abstrait quand on le dit comme ça sur le jeu de rôle. Je vais prendre un autre exemple. Je vais parler du code de la route. C'est pareil, c'est un système de règles, ça fonctionne à peu près de la même façon. Si jamais vous voyez un panneau à la sortie d'une école avait marqué un 30 dessus, c'est pas parce que c'est mal de rouler à 35. C'est parce qu'on veut influer un comportement sur vous qui est que vous évitiez d'écraser des gamins. C'est la même façon, un système de règles dans le jeu de rôle, ça va vous dire ça va essayer d'influer sur votre comportement. Et pourquoi faire ça, en fait? Pour essayer de vous transmettre une façon de jouer qu'on juge intéressante, que l'auteur juge intéressante. On parlait de Donjons et Dragons, donc, où il y a cette logique d'accumulation de points d'expérience. On va vous amener à jouer, en fait, sans fin, de façon sérielle. De façon un peu analogue au premier jeu vidéo en bande d'arcade, où il y avait un seul tableau, où il y avait juste un high score, et on continuait à jouer jusqu'à ce qu'on perde. Le fameux texte de Pong, éviter de, enfin, je sais plus, c'était toucher la balle pour éviter de perdre, je crois que c'était ça. C'est un peu la même logique. Sur d'autres jeux, on va commencer à avoir des logiques totalement différentes. Par exemple, on va avoir des logiques sur, je pense, un jeu qui s'appelle 7ème ère. On va trouver des mécanismes pour faire. Donc, 7ème ère, c'est un jeu où on joue du KPDP. Quelque chose d'un peu bondissant, où les personnages ont des défauts énormes et des qualités énormes. Et pour que ces défauts soient joués, on ne va pas sanctionner les joueurs, en fait. On va trouver des règles qui le disent. Voilà, si vous réussissez à mettre ça en jeu, si vous réussissez à montrer que votre personnage est. Je sais pas, à un alcoolisme débonnaire à la Portos, vous allez gagner des points qui vont vous permettre de faire autre chose. Et l'idée, ça va être de créer ce comportement. Donc là aussi, bon, il y a des liens. Je continue sur un autre point. Alors ça fait un peu inventaire l'après-vert, mais la question des personnages signifiants. Aussi, selon Nathalie Prince, on retrouve le fait de dire que souvent dans la littérature jeunesse, on a des personnages qui sont soit très signifiants, soit très peu signifiants. Le personnage va soit s'effacer pour être qu'une enveloppe pour que l'enfant se projette quelque part, soit ils vont créer un attachement et il va avoir sa propre identité. Dans le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Vous avez des jeux où, par exemple, je pense aux jeux d'horreur, où on s'amuse à se faire peur, et où le but, c'est pas forcément que le joueur incarne le personnage dans toute dans tout son drama. Le but, c'est de surprendre, de mettre le joueur en tension, qu'il se passe des choses. Et moins il réfléchit à ce qu'il fait, moins il y a une médiation consciente de sa part, mieux c'est.
Et là, on n'est pas très loin des personnages sous-signifiants. Inversement, on a d'autres jeux où l'attrait, c'est de jouer toute la complexité de son personnage. 4 minutes. Hop, je vais essayer d'aller vite. Je vais. Donc ça, c'est un point aussi qui était mis en avant. Donc le fait que on passe par l'intermédiaire de quelqu'un, c'était le double adressage, je crois ça. Pour jouer en fait, les personnes qui sont les premiers destinataires d'un jeu de rôle ou d'un livre pour enfants, alors pour les plus jeunes, c'est pas les personnes qui le lisent. Ce sont des jeux qui vont être utilisés par quelqu'un d'autre, qui va le transformer pour créer autre chose. Et effectivement, une partie du travail créatif, ça va être de faire en sorte d'influencer sur le destinataire, mais aussi de se servir de la personne qui sert de médiateur comme média pour arriver à ça. Comme c'est évoqué, je passe. Dans les deux cas aussi, l'idée intéressante, c'est que ce qui va créer le monde, en fait, ce qui va lui donner corps, c'est le moment où on va commencer à poser des questions. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le ici, sur le que fais-tu. Donc ça, c'est une illustration de Choupi. Quand l'enfant va commencer à poser des questions sur ce qu'il voit, ou quand l'adulte va lui poser des questions, en fait, on va se servir de l'image, on va se servir de ce qu'on a à disposition pour essayer de créer quelque chose de plus que ce qui se trouve là. On va aller repousser les murs, on va essayer de voir ce qui se passe. Les auteurs, au sens large, les illustrateurs compris, nous ont donné l'image de deux personnages en train de s'activer à la ferme. Il y a une question qui est posée, c'est il y a un chaton, où est sa maman? À partir de là, on va commencer soit à le chercher dans la page, soit à trouver des justifications, soit à se poser des questions, et on va investir en fait le monde du jeu. Alors, bon, ce point-là a déjà été traité. Pour aller rapide sur l'idée que le jeu de rôle en fait sert essentiellement de boîte à outils, non pas pour créer une fiction, mais pour permettre à d'autres gens de le faire. Et enfin, la fiction est un aspect. Deux éléments tout d'abord. Un de Richard Dansky. Enfin, ce sont les deux citations là sont deux citations de personnes qui écrivent essentiellement pour le jeu vidéo. Et une des deux est un auteur de jeu de rôle qui a écrit de façon pléthorique. Richard Dansky, donc, il explique que écrire une histoire pour un jeu, en fait, c'est créer des opportunités et des effets. C'est créer des opportunités pour le joueur, enfin pour les joueurs, de se montrer héroïque. On revient à l'idée d'imposer sa volonté, en fait, de réussir. On dit souvent que dans le jeu de rôle, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, il y a de la réussite et il y a de l'échec. Et on va créer ces moments de réussite, et à côté, on va créer ce qui plaît, enfin des éléments importants dans la fiction, dans l'histoire, etc. L'intensité émotionnelle. On va essayer d'avoir les deux, et on va essayer de faire en sorte que les deux se répondent, et puissent être des récompenses, des sanctions, mais disons dans le sens plus positif. Le second point, c'est une autre grille de lecture sur le même phénomène, qui est de dire que, à la différence du cinéma par exemple, on va créer des alternances entre des phases où on a le contrôle et des phases où on n'a pas le contrôle. Pour faire simplement, les phases où on a le contrôle, ça va être les phases où on raconte. Les phases où on n'a pas le contrôle, ça va être les phases où on vit quelque part, où on expérimente, où on ressent. C'est très caricatural de le présenter comme ça, mais c'est pour aller vite. Sur cette deuxième citation, c'est une comparaison entre le jeu vidéo de cinéma et le jeu vidéo d'horreur et le cinéma d'horreur. C'est juste, d'accord. C'est juste pour gagner. Ça s'applique aussi au jeu de rôle. Je vais aller directement là sur ce slide là. L'idée importante, c'est que sur un jeu, en fait, toutes les règles, toute la partie mécanique, tout souvent ce qui est un peu, enfin ce que certains joueurs trouvent désirable, en fait, on crée les codes d'une histoire. Les règles qu'on donne, c'est ni plus ni moins que les codes d'un genre, sauf que ce genre, on ne sait pas encore ce que c'est. C'est ce que les joueurs vont créer tous ensemble. Et on va avoir voilà, des points assez différents entre
entre la littérature et le jeu de rôle, euh, notamment sur les questions d'apprentissage, sur les questions de comment est-ce qu'on se confronte aux règles ou est-ce qu'on monte quelque chose. Et, euh, et ces choses-là me font croire que voilà, que le jeu de rôle est quelque part un prolongement de la littérature, que c'est à la fois son matériau premier, enfin un de ses matériaux premiers peut-être, et que il y a ces notions vraiment de on n'est pas là pour vous donner une histoire toute faite. On est là pour vous donner une boîte à outils pour que vous en fassiez. Voilà, je vous remercie.